Vendredi 1er janvier 2021, bonne année à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Canal 3. Voici les titres de ce journal de 13 heures. C'est la fête, mais le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI s'active pour le bon déroulement de l'opération d'enregistrement lancée le 20 décembre dernier. Cette opération concernant les citoyens en âge de voter et dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale. Move Bénin change de look et de dénomination. Désormais, le réseau s'appelle Move Africa, une rénovation opérée pour fédérer toutes les filiales du groupe Maroc Télécom. La nouvelle identité a été dévoilée au public hier. Rencontre des membres du Lions Club international du district 403 à 4. C'est à l'occasion du deuxième comité consultatif du gouverneur du district pour les Lions des zones 22 et 23. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. L'opération d'enregistrement biométrique de certains citoyens a été lancée sur l'ensemble du territoire national depuis le 20 décembre dernier. Cette opération concerne les citoyens en âge de voter et dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale. Je vous invite à suivre les explications du président du COS-LEPI pour davantage d'informations. Depuis le 20 décembre 2020, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, avec l'appui de son bras technique, l'Agence nationale de traitement, a lancé une grande opération d'enregistrement biométrique de certains citoyens sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit de la phase, cette opération, c'est la phase de collecte des données biométriques des omis et des citoyens ayant les qualités requises par la loi pour figurer sur le fichier électoral. Conformément aux dispositions du Code électoral, cette phase consiste à collecter les données nominatives et biométriques des omis au moyen des équipements informatiques. Qui sont ceux qui sont concernés par cette phase? Cette phase ne concerne pas tout le monde. Donc, elle concerne cette opération uniquement les citoyens en âge et en situation de voter et dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale. Ces personnes doivent respecter les conditions exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national. Donc, quelles sont ces conditions exigées alors? Les conditions sont les suivantes. Être de nationalité béninoise, avoir 18 ans révolus à la date du 11 avril 2021. Et jouir de ses droits civiques. Avoir été précédemment omis. Avoir aussi été autorisé par une décision de la Cour constitutionnelle ou des juridictions compétentes. Il y en a qui se plaignent. Ma carte d'électeur expire le 31 janvier. Suis-je concerné par cette opération parce que... Non. Une fois que votre nom figure sur la liste électorale, vous pouvez désormais voter avec n'importe quelle pièce, telle que la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de pension, le certificat d'identification personnelle, etc. Je pense que les gens ont déjà voté avec. Comment savoir si je suis déjà sur la liste électorale? C'est la question. Donc, il dit que je n'ai pas de carte, on me dit que je suis sur la liste. Nous avons une liaison. Et je tiens à vous rappeler cette liaison. Si vous avez régulièrement voté depuis 2013, alors votre nom doit être sur la liste. Pour vous en assurer, veuillez consulter le lien suivant pour vérifier. Je dis bien https://coslepi-amtbn.org/ADP/8 Et au cours de ce point de presse, le président du COS-LEPI a abordé plusieurs autres préoccupations, telles que les transferts de lieux de vote, l'interdiction de se faire enrôler plus d'une fois et les sanctions
encourus. Les propos recueillis par Assiombo Kanya, Assiombo et Rachid Soubéo que je vous invite à suivre. L'autre question, on dit mon nom figure sur la liste électorale, mais le centre de vote ne me convient pas. Puis-je encore demander de transfert? Si mon nom figure sur la liste électorale, alors je n'ai plus besoin de faire l'enrôlement biométrique. Donc l'opération que nous faisons sur le terrain, si votre nom figure, vous n'avez plus besoin de le faire. Donc cependant, je peux encore faire des transferts. Si votre nom figure, vous pouvez encore faire des transferts de centre de vote. Donc, il faut juste faire une photocopie recto verso de votre carte d'électeur et y inscrire le nouveau centre de vote, votre numéro de téléphone et votre signature que vous nous transmettez au COS-LEPI ou à l'ENT. Jusqu'à l'heure, là, vous pouvez le faire. Et là, avant qu'on ne sorte la liste, on vous aurait alors pris en compte dans le nouveau centre que vous aurez souhaité. Il y en a qui se demandent, donc, puis-je me faire enrôler plusieurs fois? Ah non, là, il est interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Je tiens à souligner ce passage. Il est interdit de se faire enrôler plus d'une fois sur la liste électorale. Le faire consciemment ou inconsciemment est un délit puni par la loi. À cet effet, je voudrais vous rappeler quelques articles du Code électoral qui sanctionnent. L'article 125 du Code est puni d'un emprisonnement d'1 à 2 ans et d'une amende de 200 000 à 500 000 toute personne qui s'est fait recenser ou a tenté de se faire recenser lors du recensement national sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en se faisant recenser, dissimulé une incapacité prévue par la présente loi ou réclamé ou obtenu son recensement 2 ou plusieurs fois. Toute personne qui, à l'aide de déclarations fausses ou de faux certificats, s'est fait recenser ou a tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l'aide des moyens frauduleux, a fait inscrire ou rayer indûment un citoyen. L'article 126 dit aussi, sont punis des mêmes peines les complices des délits prévus par l'article 125. Pour se faire enrôler, les citoyens doivent se présenter dans les lieux de collecte munis d'une pièce d'identification prouvant qu'ils sont des citoyens béninois. Il s'agit de la carte d'identité nationale, de la carte d'identité nationale biométrique RAVIP, du passeport, du certificat d'identification personnelle, de la carte de pension, de la carte militaire, de l'acte de naissance sécurisé RAVIP, de l'acte de naissance. Eh bien, au cours de ce point de presse, le président du COS-LEPI s'est aussi prononcé sur les réserves exprimées par les membres du Parti Les Démocrates sur la fiabilité de la liste électorale permanente informatisée. Le président du COS-LEPI rassure tous les partis politiques et toute la population sur la liste qui sera transmise à la Commission électorale nationale autonome. Suivez. Nous avons prêté serment, membres du COS, de transmettre une liste fiable, transparente. Faire le contraire, on aurait trahi notre serment. Et c'est pourquoi, vous aurez compris, depuis notre prise de fonction, nous avons essayé de prendre des dispositions pour impliquer un certain nombre d'acteurs politiques, d'acteurs de la société civile et même de l'administration, pour que nous essayions ensemble d'apprécier les grandes phases. Je veux parler du cadre de concertation. Dans le cadre de concertation, nous avons au moins des partis politiques, dont un de l'opposition qui n'est pas le moindre, qui prend activement part à toutes les phases. La société civile qui est dans ce cadre de concertation pour nous permettre vraiment de tenir compte de tous les paramètres de transparence. Il ne faut pas qu'on alarme le peuple. Il ne faut pas qu'on alarme le peuple. Nous devons, et notre pays a su, depuis 1990, sortir de cette période de crise qui
ailleurs constituent des périodes de crise, mais chez nous, c'est des périodes de fête. Et comme le président de la République l'a dit dans son discours, l'élection présidentielle sera une occasion de fête. Ou une occasion de fête, ça ne va pas être une occasion de bras de fer. Donc c'est notre souhait que tous les candidats s'apprêtent. La liste que nous sortons, les militants sont dedans. Tous les militants sont dedans. Et le mois venu, c'est eux, par le truchement de la Sénat qui organise, vont choisir le candidat. Et justement, du côté de la Commission électorale nationale autonome, on s'active pour la tenue de l'élection présidentielle au Bénin le 11 avril prochain. L'heure est à l'élaboration du calendrier électoral. Le projet de calendrier a été présenté aux représentants de différentes institutions de la République. La Commission électorale nationale autonome a présenté le projet de calendrier électoral aux institutions. Un calendrier dévoilé lors de la séance de concertation le mardi 29 décembre à Cotonou. Cette séance d'échange fait suite à l'adoption en Conseil des ministres du 25 novembre du décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. L'article 3 de ce décret stipule, cite, le calendrier électoral est élaboré par la Sénat en concertation avec les autres institutions de la République impliquées dans l'organisation du scrutin. À cet effet, la Sénat a voulu soumettre à votre appréciation le projet de calendrier qui a été élaboré en tenant compte, bien entendu, des grandes séquences et opérations prévues dans le décret précité. Le calendrier a été dévoilé en 17 points. Ça part de la publication du calendrier 90 jours avant le scrutin à la proclamation et la publication des résultats définitifs entre le 20 et le 25 avril 2021. Le calendrier prend en compte, entre autres, la mise à disposition des députés et maires du formulaire nominatif du parrainage de candidature du 10 au 31 janvier, la remise du spécimen du bulletin unique aux candidats. Toutes choses qui nécessitent une organisation interne à la Sénat. La Sénat a élaboré son chronogramme d'activités à usage interne, bien entendu, et qui regroupe les différentes activités, y compris aussi les rencontres que nous aurons avec les OSC, avec les médias, dans le cadre de l'organisation de cette élection. Après lecture de la proposition, un débat a été ouvert et à l'occasion, quelques observations ont été faites que le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, a expliquées pour rassurer les institutions. Autre chose et toujours dans l'actualité nationale, on s'intéresse maintenant au colloque international de la Commission permanente climat et environnement de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. La rencontre s'est déroulée à Grand Popo dans le département du Mono autour du thème la cartographie numérique nationale et la modernisation des outils d'aide à la décision. Précision avec Geoffroy Messon. Ce colloque qui se tient dans la station balnéaire de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, est à mettre à l'actif du plan annuel de travail de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en salle à travers sa commission permanente climat et environnement. Les participants sont des acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le domaine des sciences et technologies, géomatiques et ses corps de métier. Il est axé sur le thème la cartographie numérique nationale et la modélisation des outils d'aide à la décision. Nous sommes convaincus qu'il faut avoir une parfaite connaissance du milieu sur lequel on veut agir. Sur ce plan, nous sommes exactement sur la même longueur d'onde que les spécialistes de l'économie, les économistes. Donc, nous avons eu l'intention de montrer en quoi la cartographie peut être une aide à la décision pour que la durabilité des actions envisagées puisse être atteinte. Je suis content que des spécialistes qui pratiquent
chacune, la géographie ou les sciences environnementales soient là, parce qu'ils nous aideront à démontrer qu'aujourd'hui, il n'y a plus de science qui puisse évoluer et être efficace sans être liée aux autres. Toutes les sciences sont liées aujourd'hui. La rencontre vise à renforcer la capacité d'analyse perspective des acteurs clés par l'utilisation et la promotion des outils cartographiques dans le contexte des changements globaux et les risques y afférents. Les travaux permettront d'identifier les produits cartographiques numériques disponibles et les moyens d'y accéder, de définir les fonctions des outils d'aide à la décision et leur importance dans les réflexions sur la modélisation des risques liés aux changements globaux. Autrefois, avec les vieilles cartes qui étaient très peu actualisées, nous faisions face à d'énormes difficultés. Il m'est arrivé, quand j'étais tout jeune chef de groupe à Ouida, de me tromper parce que je me suis dit que la prochaine voie que j'allais voir était celle que je devais emprunter. C'est vrai, je suis tombé sur une voie, mais je me suis perdu parce que la carte que j'utilisais n'avait pas été actualisée. Ce problème ne se pose plus avec la numérisation, parce qu'avec la numérisation de la cartographie, les cartes sont très vite actualisées et vous n'avez pas de problème dans la gestion du nivellement et de la planimétrie au niveau de la carte. Ce qui permet de conduire les actions beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire que vous ne perdez plus de temps à chercher la météo, à évaluer le relief, vous ne perdez plus de temps et les choses vont très vite parce que vous avez un ensemble de données en très peu de temps. Donc cette numérisation de la cartographie nous permet d'avancer. Il est vrai que ça a également ses inconvénients parce que qui parle de numérisation parle de connectivité, de support numérique. Alors quand ces supports numériques viennent à tomber en panne, vous êtes perdu si vous ne maîtrisez pas les méthodes traditionnelles d'orientation. 7 modules de formation et d'information sont prévus pour aborder les contours de la thématique du colloque. Les travaux durent 48 heures. Il faut noter que le Bénin s'est doté en 2015 de nouvelles cartes grâce au projet Forêt Galerie. On reste à Grand Popo et toujours avec Geoffroy Minson pour parler maintenant du réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs du développement durable qui organise un atelier de sensibilisation et de formation dans le département. Eh bien, les membres des organisations de la société civile et des cadres des services déconcentrés et décentralisés de l'État prennent part à cette activité. À l'ordre du jour, l'agenda 2030 et ses outils d'opérationnalisation. L'hôtel Bel Azur de Grand Popo accueille dans l'une de ses salles de conférence et pour 3 jours des multiplicateurs ODD. Il s'agit principalement d'acteurs de la société civile ainsi que des cadres des services déconcentrés et décentralisés. En poste dans les départements du Mono et du Koufo, ils sont ici pour être sensibilisés et être formés sur l'agenda 2030 et ses outils d'opérationnalisation. L'initiative est à mettre à l'actif du réseau des ONG pour les objectifs du développement durable, RODD. Je tiens à présenter mes sincères excuses aux participants pour les reports consécutifs de l'activité, lesquels sont liés essentiellement à la pandémie de la COVID-19. Cet atelier entre dans la mise en œuvre de la deuxième phase du projet intitulé « Sensibilisation et formation des multiplicateurs ODD sur l'agenda et ses outils d'opérationnalisation ». Il bénéficie de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, à travers le Programme d'appui à l'opérationnalisation des stratégies de développement, PAST, phase 2. Le développement par le peuple et pour le peuple, dit-on. Cet hasard est fort cher au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. C'est pour cela que le PNUD, à travers le PASD, appuie cette activité initiée par le RODD depuis l'année 2019 afin de mieux faire asseoir
un partenariat actif et participatif de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre et à l'atteinte des ODD au Bénin à l'horizon 2030. Les différentes communications qui vont meubler les travaux ont pour finalité de permettre aux participants de s'approprier l'agenda 2030 et les cibles prioritaires retenues dans les départements du Mono et du Koufo. C'est pourquoi je voudrais exhorter les participants à donc prêter une attention particulière à tout ce qui sera abordé au cours de cet atelier pour tirer l'essentiel afin de participer activement à la vulgarisation de l'agenda 2030 dans vos communes respectives. Mon souhait est que cette initiative, qui est à sa deuxième phase, se poursuive pour le reste des départements, car sa mise en œuvre nécessite la participation de tous et à tous les niveaux. Aussi, les organisations de la société civile ont-elles un rôle important à jouer dans la formulation de bonnes politiques et l'intégration de l'agenda 2030 dans les actions nationales et locales de développement. Nous espérons qu'avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, à travers son projet d'appui à l'opérationnalisation des stratégies de développement phase 2, le RODE va installer sous peu dans chaque commune des ambassadeurs ODD qui vont assurer le suivi et l'évaluation de l'agenda. À l'issue des travaux, les participants devront maîtriser leur rôle et responsabilités dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du Plan national de développement, PND, et du Programme de croissance pour le développement durable, PCDD, au niveau local. Le programme d'action du gouvernement. Remise de matériel roulant à certaines directions du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le geste vise à équiper convenablement ces structures impliquées dans la mise en œuvre du programme cadre d'appui à la diversification agricole. Les précisions dans ce reportage. Voici les 8 véhicules flambant neufs mis à la disposition de certaines directions centrales techniques et décentralisées du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Placée sous la houlette du ministre Gaston Dossoui, la cérémonie vise à appuyer les structures impliquées dans la mise en œuvre du programme cadre d'appui à la diversification agricole, PROCAD. Comme ça a été pour les directeurs généraux des agences territoriales de développement agricole, on a pu leur donner par l'entremise du PROCAD 7 véhicules pour chacune des agences. On s'est rendu quand même compte qu'ils en avaient vraiment besoin. Parce que ces véhicules, personne ne peut dire que ça n'a pas servi à rehausser la qualité des activités sur le terrain. Et après ça, le ministre est intervenu aussi, notamment pour les DDAP qui sont aussi des structures qui travaillent sur le terrain, plus certaines directions centrales techniques qui souffrent d'un manque cruel de véhicules. Ça fait son petit bonhomme de chemin parce que le projet n'avait plus tellement de moyens, mais l'un dans l'autre, avec tous les plaidoyers, nous avons pu constituer 8 véhicules, principalement pour le MAEP. Nous avons attendu longtemps. Nous devons aller sur le terrain et gérer ceux-là que nous avons mis sur le terrain, d'abord avec les réformes, ensuite avec le suivi, les gens qui sont au contrôle régalien. Nous devons les suivre. Donc, les moyens de déplacement qu'on vient de nous donner, de nous octroyer, vont permettre d'aller à la durabilité de ce projet qui est en train de finir. Je demande à tous ceux-là qui ont reçu des véhicules, qu'ils prennent l'engagement de bien les utiliser, mais aussi de faire le suivi des innovations qui ont été mises en place depuis que le PROCAD a commencé ses activités au niveau du Bénin. Le programme a pour objectif de contribuer à la création des conditions nécessaires à une croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Il couvre toutes les zones agroécologiques du territoire national. Lancé en 2012, il va connaître son épilogue le 28 février 2021. Je suis heureux qu'à la fin même de ce projet, on ait pu mettre en place des moyens neufs pour permettre de faire le suivi après projet et que les innovations qui ont pu aujourd'hui voir le jour puissent être renforcées et consolidées. C'est ce que nous voulons faire. Et les structures bénéficiaires sont bel et bien la direction de la production halieutique,
la direction de l'élevage, la PRMP, parce que les dossiers qu'il faut gérer et qu'on a gérés jusque-là, il faut aussi les maintenir jusqu'à ce que 10 ans après, on soit capable encore de rendre compte. Pour rappel, PROCA de l'enveloppe choisie par le gouvernement béninois et son partenaire la Banque mondiale pour abriter les projets que cette dernière finance dans le but de booster le développement du secteur agricole au Bénin. Et je l'annonçais au début de ce journal, Move Bénin change de look et de dénomination. Désormais, il s'appelle Move Africa, une révolution opérée pour fédérer toutes les filiales du groupe Maroc Télécom. La nouvelle identité a été dévoilée au public dans la soirée d'hier à Cotonou, au Novotel Orisha. On en parle en détail avec Narcisse Alossé et Déon Pévi. Vos applaudissements, mesdames et messieurs, le nouveau logo de Move Africa. Changement de look à Move Bénin dans le nouveau nom de baptême est Move Africa. Une nouvelle identité visuelle révélée devant une foule de clients pour porter une vision. C'est la vision d'un continent africain, un continent dynamique, jeune, en mouvement et surtout un continent qui est tourné vers l'avenir. Je vous parle aussi d'un groupe qui est engagé pour la satisfaction de ses clients. Nos clients sans lesquels on n'existerait pas. Nos clients qui sont au centre de nos préoccupations et notre attention. Cet opérateur de téléphonie mobile place donc le client au centre de ses préoccupations et œuvre pour son confort. Et ce nouveau chapitre ouvert est surtout mû par la volonté d'harmoniser les nombreuses appellations des filiales du groupe Maroc Télécom. Donc toutes les filiales seront réunies autour d'une seule et unique identité visuelle qui sera commune à l'ensemble des opérateurs. Et comme vous le savez, et comme vous pouvez le déduire, donc il y aura un partage de toutes les belles choses qu'on peut partager ensemble, entre l'ensemble de ces filiales. Parce que ça ne va certainement pas uniquement dans le sens du nord vers le sud, mais ça va aussi du sud vers le nord, et ça va entre les filiales de tout notre continent. Donc cette question de coopération sud-sud est très importante. Nous parlons ici d'un groupe qui est né en Afrique, qui s'est développé en Afrique et qui s'est étendu en Afrique. Et au Bénin, l'opérateur s'est illustré ces dernières années à travers un lourd investissement pour donner satisfaction à la clientèle. Aujourd'hui, ces investissements nous ont permis de densifier notre présence sur tout le territoire national. Ils nous ont aussi permis de ramener le réseau où il n'était pas auparavant. Dans des villages et dans des communes très reculées au pays, aujourd'hui, on a accès à la 3G et à la 4G. On parle aussi de plus de 400 localités rurales isolées qui sont couvertes. En matière de pourcentage de couverture de la population, on est à plus de 98% de couverture. Move Bénin aussi est l'un des plus grands contribuables en matière d'impôts et taxes. Une nouvelle ère s'ouvre donc dans l'histoire de cette entreprise avec cette dénomination colorée en bleu et qui comprend une ellipse et surtout des losanges qui évoquent l'univers digital et technologique dans lequel le groupe opère. La soirée de présentation a été clôturée par un concert et le public a vu défiler sur scène des artistes de renom tels Zeynab Habib et Nicanor. Tout autre chose maintenant avec Cotonou qui est en pleine transformation et qui subit des travaux de salubrité comme dans plusieurs villes du Bénin. Le tronçon Carrefour Le Bélier poste de péage d'Ekpé n'échappe pas à ces travaux. La société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué s'y attelle depuis quelques jours. Elle y mène des travaux d'assainissement et de réaménagement. Les détails avec Assiongbo Kanya Assiongbo et Henri Ganti. Le tronçon Carrefour Le Bélier, poste de péage d'Ekpé, est en pleine transformation par la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Les travaux d'assainissement et d'aménagement qui s'y déroulent portent sur la démolition des installations abandonnées, l'enlèvement de gravats, la destruction des dépotoirs sauvages et le désherbage. Il y a quelque temps, l'espace était insalubre. On a fini une première étape qui est le désherbage de tout l'espace. Nous avons fait le tout, mais ce n'est pas encore fini les travaux. Il y a deux autres travaux qui vont venir, c'est les travaux de remblai et les travaux d'assainissement pour faire en sorte que les eaux puissent facilement circuler. Les usagers riverains du tronçon sont unanimes pour affirmer
que c'est une bonne initiative de la part de la SGDS. L'endroit était désordonné, il y avait trop de tas d'ordures. Mais maintenant, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont pu améliorer l'endroit. Puis c'était très bien. Il ne faut pas laisser, il faut continuer à réparer. Sinon, ça va encore se salir parce que les gens vont venir verser toujours. Mais si c'est propre, ils vont cesser. Il est donc prévu l'aménagement de l'espace qui consistera en l'apport partiel et l'épandage de sable lagunaire, le reprofilage léger et la plantation d'arbres. Nous avons prévu que les PME puissent continuer par nettoyer l'espace pendant au moins 2 mois pour maintenir et rendre propre cet espace. Les travaux vont durer jusqu'à fin janvier. Pendant ce temps, une phase de sensibilisation va se dérouler pour amener les riverains et usagers de l'espace à ne plus y déposer des ordures. Et le gouvernement du Bénin apporte son assistance à une quarantaine de patients du CNHU en situation irrégulière, n'ayant pas pu régler depuis des mois leurs factures de soins. Un véritable soulagement pour ces patients du CNHU qui pourront maintenant retourner dans leurs familles respectives. Le reportage est signé Ali Moumouni et Henri Ganti. Elle s'appelle Marie Soglo. Elle a accompagné une proche au service pédiatrique du Centre national hospitalier et université CNHU Ubemaga. Après les soins, elles n'ont pas pu régler leurs factures et y sont gardées depuis plus d'1 mois. Mais aujourd'hui, grâce à la descente des ministres du gouvernement, elles pourront rentrer chez elles pour le nouvel an. Comme cette famille, ils sont environ une quarantaine de patients du CNHU en situation irrégulière. Il y en a au service des urgences, de la traumatologie, de la chirurgie viscérale et de la cardiologie. Faute de moyens pour payer les soins, ils y sont retenus. Il faut dire que parmi ces malades, il y a ceux qui sont des indigents, c'est-à-dire ayant bénéficié d'une enquête sociale par les services du ministère des Affaires sociales, qui n'ont pas les moyens pour pouvoir faire face à leurs soins. Et il y a ceux qui ne sont pas des indigents, mais qui ponctuellement également ont été malades, ont été traités et ne peuvent pas faire aujourd'hui face aux frais des soins. Face à cette situation, le gouvernement apporte son soutien aux personnes concernées. Leurs frais de soins sont entièrement pris en charge. Nous voulons rassurer les malades qui sont là, ainsi que leurs parents, qu'ils pourront rentrer tout à l'heure même chez eux, afin de fêter dans leur famille. Cette descente des ministres de la Santé, des Affaires sociales et des Finances fait suite à l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Et ce geste du gouvernement en est le résultat. Vous savez, pour un hôpital, l'État chaque année fait des dotations pour le fonctionnement général des hôpitaux. Pour l'année 2020, qui s'achève aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards de subventions qui ont été distribuées aux structures sanitaires de notre pays. À côté du fonctionnement des hôpitaux, nous avons ce que le ministre de la Santé a dit tout à l'heure, la prise en charge des malades. Cet élément-là, cet ensemble de prise en charge pèse pour plus de 5 milliards sur le budget de l'État au titre de 2020. Je pense qu'il est important de rappeler ces chiffres parce que face à l'émotion suscitée par cet événement sur les réseaux sociaux, il est important que le gouvernement communique pour dire que nous avons un dispositif qui permet de couvrir le fonctionnement des hôpitaux, la prise en charge des travailleurs, mais également des indigents. Dans le programme d'action du gouvernement, il est prévu le programme Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE pour la prise en charge des soins de santé des pauvres. Les indigents qui n'arrivent pas à payer les factures, ce n'est pas qu'au CNHU, c'est dans plusieurs hôpitaux. Mais ARCHE avance, c'est-à-dire que là, nous sommes à la phase de généralisation et même dans le littoral, l'identification, la distribution des cartes biométriques également va commencer au mois de janvier et j'espère que nous n'aurons plus à assister à ce genre de situation. En attendant, ces patients du Centre national hospitalier et universitaire Ubemaga retrouveront leurs familles pour les fêtes.
Et l'Union des professionnels des médias du Bénin vient en aide aux enfants orphelins des médias. L'opération a été officiellement lancée hier, veille du Nouvel An, occasion pour une dizaine de bénéficiaires de recevoir du riz et des tissus en vue de passer d'agréables moments de fête. Le don s'étend à tous les orphelins des médias un peu partout sur le territoire national. Il s'agit d'une initiative rendue possible grâce à l'appui de la présidente des femmes des marchés du Bénin. Reportage Teddy Goudalo, Narcissa Lossek. C'est un geste de solidarité, de générosité qui s'illustre à travers cette remise de dons au profit des enfants orphelins des médias. Les progénitures des professionnels des médias défunts reçoivent ici des mains de Zakiat Latondi, présidente de l'UPMB, de quoi célébrer la fête du Nouvel An en toute quiétude. On ne trouve jamais personne pour nous demander, c'est très important ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas imaginer sa portée. Vous m'avez rendu la joie. J'ai su qu'il y a des gens qui quand même, de quelque coin que ce soit, pensent quand même à nous. Et Dieu l'Éternel Tout-Puissant viendra toujours à votre aide. Il vous donnera toujours encore et encore. Vous ne manquerez jamais. Le don est composé de tissus pagnes, de riz et même de cache-nez pour lutter contre la Covid-19. Cette pensée au profit des familles de journalistes défunts a été rendue possible grâce à l'accompagnement de la présidente des femmes des marchés du Bénin, Anastasie Chaudacton, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à disposition ses présents. Dieu m'a donné la grâce d'en avoir et pour pouvoir ne pas la partager avec ses enfants. Je pense qu'il est de bon ton que ces enfants aussi puissent aller fêter avec leurs parents. Les parents qui sont restés, parce que je pense que les deux parents ne sont pas partis. Il y a forcément un parent qui est à côté. Quand on a reçu ces lots-là, venant de Madame Chaudaton, c'était important qu'on puisse partager en retour. Et partager, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre puisse recevoir ne serait-ce qu'une partie de ce lot que nous avons reçu. C'est très important pour nous. Tout autant que nous sommes venus sur Terre pour une mission. Nous avons un séjour à faire sur Terre. Et personne d'entre nous ne sortira vivant de ce séjour-là sur Terre. Et chaque fois qu'une personne part, elle laisse derrière elle des enfants, une famille. Et c'est une mission pour ceux qui sont là, d'apporter un peu du sien pour aider cette famille-là à continuer à vivre. L'initiative est salutaire, ont reconnu tous les acteurs de sa mise en œuvre. Elle sera rééditée les années à venir, ont-ils souligné. L'Union des professionnels des médias du Bénin prend à partir de cet instant l'engagement de faire autant que se peut le nécessaire afin de toujours rendre heureux les enfants orphelins des médias. On parle maintenant de la rencontre des membres du Lions Club international du district 403 à 4 le week-end dernier à Cotonou. Les Lions des zones 22 et 23 ont tenu leur deuxième comité consultatif du gouverneur du district. C'était l'occasion pour eux de faire le point des activités menées au cours du second trimestre et définir les perspectives. C'est la deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur du district 403 à 4 du Lions Club international que préside Mourita Labiola Tunji Adebayo. La rencontre de travail entre les clubs des zones 22 et 23 marque la fin du second trimestre d'activité des différents clubs à Lyon. Elle va permettre d'évaluer les efforts fournis et faire des projections dans le futur. La réunion de ce jour s'inscrit dans la droite ligne du déroulement de nos programmes d'activité où nous sommes appelés à faire des pauses trimestrielles. C'est le moment pour les présidents des clubs de présenter aux responsables des zones 22 et 23 que dirigent respectivement Angelo Hospice Gbeha et Waliou Libanio leurs différents rapports d'activité effectués et en cours d'exécution. Mais bien avant cette étape, ils ont eu droit à une formation sur la politique de maintien de l'effectif et les objectifs de croissance. Nous avons un objectif au niveau international qui est d'atteindre un effectif de 1,5 million membres d'ici la fin 2021. Et pour atteindre ces 1,5 million
5 de membres, nous devons justement au niveau des clubs accroître notre effectif, certes, mais aussi maintenir ceux qui sont déjà là. Parce que c'est avec ces effectifs-là que nous arrivons à faire les activités de service au niveau de nos communautés. J'espère bien justement que le message est bien passé, parce qu'au niveau de Lions Club International, nous avons tous les outils qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Et j'ai cité quelques outils comme l'initiative qualité de club, le schéma directeur pour avoir un club fort. Toutes ces ressources permettent justement au club d'atteindre des objectifs qui nous sont fixés au niveau international. C'est donc parti pour de nouveaux défis à relever en termes de mobilisation de membres et de maintien d'effectifs au sein des clubs du district A103 A4. Le rendez-vous est pris et les présidents du club promettent faire le nécessaire. La rénovation du musée Jonas Pedro à Lokossa dans le département du Mono est enfin une réalité et c'est grâce à l'association Art d'Afrique en partenariat avec la famille de l'illustre disparu. Retour sur les temps forts de la cérémonie de mise en service du musée Jonas Pedro rénové. Le musée Jonas Pedro fait peau neuve et rouvre ses portes au public sous le nom Musée Jonas Pedro Ouensopé. L'après-midi du dimanche 27 décembre 2020 a été exploité à cet effet pour redonner le sourire aux lèvres à tous ceux qui étaient tristes de l'état de délabrement dans lequel végétait la maison. Je voudrais juste me réjouir de cet acte fondateur de la renaissance de cette maison Jonas Pedro. Situé au quartier Takonzongo 2 à Lokossa, dans le département du Mono, le musée Jonas Pedro est à nouveau donc accessible au public. Une renaissance que l'on doit aux efforts de l'association Art d'Afrique qui a su nouer un partenariat avec la famille de l'illustre disparu. Nous sommes parvenus à la signature d'un accord de partenariat le 12 août 2019 et c'est cet accord qui nous a permis, avec la collaboration des enfants et le respect des vœux de l'artiste, de commencer par mobiliser les ressources, les acteurs et tout ce qu'il faut pour réfectionner ce musée. J'ai un sentiment par-dessus tout de gratitude, d'un merci qui est inné. Depuis la minute où moi j'ai reçu le coup de fil, où on me parlait de l'existence d'une association de jeunes qui proposait de nouer un partenariat pour l'immortalisation de l'après Jonas Pedro. Quand je suis rentrée dans la maison, j'étais émue. Ça fait plaisir de voir l'œuvre de l'artiste renaître. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait quand même. Ainsi donc, la vie artistique et culturelle reprend au musée Jonas Pedro. Les autorités politico-administratives, les leaders d'opinion, les sages, les notables, les têtes couronnées et autres simples citoyens qui ont assisté à l'ouverture officielle du musée relooké ont eu droit à un concert live assuré par l'orchestre Viva Orchestra de Lokossa. Une partie du répertoire du maestro a été parcourue. Je voudrais dire merci à Art d'Afrique pour la restauration de ce lieu que nous allons contribuer à ce que ces lieux ne retombent plus dans ce que nous avons vu il y a quelques années. À travers le Fonds des arts et de la culture, nous allons vous accompagner pour l'animation de ce centre. Avec ce seul centre, nous pouvons faire connaître Lokossa et faire révéler Lokossa et même la destination Bénin. Je voudrais donc souhaiter que ce qui est entrepris connaisse du succès. Et que pour ce qui me concerne et à titre personnel, je contribuerai, je ferai en sorte que vive l'artiste.
Cette rénovation du musée Jonas Pedro a été réalisée par l'association Art d'Afrique à travers son programme Initiative Africa Music. Les gens vont venir de nous-mêmes. Nous qui sommes dans le pays, visitons le musée Jonas Pedro. Ça va permettre aux autres de venir aussi faire la découverte. Art d'Afrique est une jeune association qui a pour vocation d'œuvrer et de contribuer à la valorisation des atouts culturels, touristiques et artistiques du Bénin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention et la fidélité. Agréable moment de fête et de retrouvailles en famille. Très bonne année 2021.